Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, c'est l'épisode numéro 71. Geeks League, le podcast tech qui sent les frites et la bière. Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League numéro 71. Ce soir, ensemble, nous allons parler d'Albator, le film, et oui, nous avons la chance d'avoir un chroniqueur au Japon, et il a déjà vu le film Albator, donc il va un petit peu nous en parler, et il va aussi parler de l'univers du créateur d'Albator. Ensuite, nous allons aborder le sujet de la robotique du rêve à la réalité, 3 petits points. Et pour finir ce podcast, nous allons parler des 3 jeux à ne pas rater cette année qui vont sortir sur le net. Voilà, alors ce soir avec moi j'ai mes 2 chroniqueurs, j'ai Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir tout le monde. Alors Thierry, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours ? Je joue toujours autant en Dofus et j'ai un petit peu craqué, j'ai recommencé les Chevaliers du Zodiac. Voilà, d'accord. Les Chevaliers du Zodiac. J'ai pas les génériques, je vais tout de suite à l'essentiel. Ah, t'écoutes pas. Est-ce que tu regardes en VO ou en VF ? En version française, j'ai vu un peu la différence entre les deux, mais vu que c'était pas plus par nostalgie, j'ai gardé la voix de tapette du Chevalier Andromède. D'accord. Andromède. Et tu te prends des attaques technologiques ? Comment ça, des attaques Oui, à un moment, il fait une attaque et ça fait attaque, je sais plus, technologique, ou il y a un truc complètement con. C'est une référence aux attaques. Attaque électronique qui se prend. Ça doit être vraiment violent. J'espère qu'on n'en est pas ce soir. Et il est très tôt chez lui, c'est Orlando. Bonsoir Orlando. Bonsoir à tous. Alors Orlando, oui bonjour pour toi, parce qu'on rappelle à nos auditeurs que tu es en direct du Japon. Oui, il est juste 5h du matin. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours, Orlando ? Alors en fait, ce que j'ai fait de plus geek ces 15 derniers jours, vu que j'ai déménagé, la chose la plus geek que j'ai fait, c'est essayer de mettre à jour mon téléphone. Et malheureusement, comme c'est un téléphone routé, je me suis retrouvé avec des complications et j'ai perdu mon autorisation, ma double autorisation pour me connecter à Google. Donc j'ai passé 15 jours à galérer. Ah oui, et en plus... Ça va au Japon à ce niveau-là, au niveau de la sécurité, enfin au niveau des blocages d'accès, vous êtes libre ou quoi ? C'est quelquefois assez particulier. On a l'impression que des fois c'est très protégé, et puis des fois ça fait sourire quand on est européen. Ah ouais. Pourquoi ? Ouais. À quel niveau disons qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées sur la confiance, et puis il y a des choses où c'est excessivement compliqué. D'accord. Par exemple, les distributeurs de billets de banque de la Poste ferment le week-end et après 17h. Ah ouais. C'est pas pratique. J'imagine que c'est pour des raisons de sécurité, mais... Oui, c'est peu pratique. Tu m'étonnes, c'est pas très pratique. Faut aller faire ta réserve. Alors, il y a la chatroom ce soir. Bonsoir à la chatroom. Il y a Xavier qui dit il y a de moins en moins de monde. C'est parce que en Belgique, là, c'est les fêtes de Wallonie. Et je pense que du coup, ça a un petit peu taillé dans notre effectif. Parce qu'ils ont préféré le PK au podcast. Malheureusement, scandaleux. Tant pis, ils perdront des points à Dragon Geeks Point. Allez, on va tout de suite commencer. Un peu de retard. Oui. Ah oui, t'as du retard. T'as combien toi ? Mais il est plus en ligne là pour l'instant parce que je tiens à faire remarquer qu'on a une nouvelle version de Geeks League. Donc elle n'est pas encore 100% finie, mise à jour parce que le tableau de Dragon Quiz Point, il y a plein de petites applications qu'on avait développées qu'on doit un petit peu retransformer pour adapter au nouveau format, on va dire. Moi je trouve ça plutôt réussi. Mais bon, ça va arriver, vous inquiétez pas. Pour l'instant, il y a déjà le site, il y a déjà un petit peu tout ce qu'il faut. Maintenant, le site est entièrement responsive. Donc, si vous allez sur votre tablette, votre GSM, tout fonctionne. Sauf le live, parce qu'on utilise encore un truc en flash. Il faut que je change de ça, mais comme Dailymotion ne me propose pas d'autres moyens de balancer son live, on est un peu bloqué pour ça. Donc, si vous êtes sur tablette, patientez, ça va arriver. Bon, on va tout de suite commencer ce petit podcast, les gars ? Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Et c'est Orlando qui va nous parler d'Albator. Bonsoir à tous. Déjà merci aux auditeurs qui sont présents. Donc oui, je voulais vous parler un petit peu du film d'Albator et donc je voulais commencer par une présentation globale de l'œuvre de Leiji Matsumoto, qui aujourd'hui a près de 75 ans et au moins 60 ans de carrière à son actif. Il a commencé, il est tombé dans l'univers des mangas avec les œuvres d'Osamu Tezuka. Et Osamu Tezuka, juste pour savoir qui c'est donc le créateur d'Astro Boy ou encore du Roi Léo. Et c'est surtout par rapport au japonais la première personne qui a réussi à transformer un passe-temps qui était peu connu du grand public en une véritable industrie qui a déferlé sur le monde et qui fait qu'aujourd'hui le Japon est reconnu pour ça. Et donc c'est vraiment cette inspiration qui le poussera à apprendre le dessin dès qu'il a l'âge de 9 ans.
et il se découvre relativement doué et il travaille beaucoup. Et c'est vrai qu'il a à peine 15 ans quand son premier manga est publié. Et juste après, il aura l'occasion de devenir justement l'assistant de son idole Tezuka. Sinon, au niveau de ce qu'il a fait dans sa vie, donc il a fait des choses qui sont relativement inconnues pour nous, comme Mitsubachi no Boken en 1954. Par contre, on a pas mal de ces titres qui ont été des succès. Beaucoup ont été importés chez nous, comme donc Albator, Galaxy Express 999 pour les plus connus, et puis la deuxième version d'Albator qui était sortie une dizaine d'années après. C'était déjà quoi, Galaxy 17? C'était avec un train de l'espace. Ah, C'était un train qui voyageait dans l'espace, ouais. Ouais, je l'aimais pas trop celui-là. Il était chelou quand même. Enfin, c'était assez particulier, et puis justement, c'est un des points que je voulais aborder plus tard, c'est que son travail possède deux caractéristiques qui sont assez particulières. La première, c'est qu'il a commencé sa carrière en faisant des mangas plutôt pour les filles, et lorsqu'il a changé, lorsqu'il s'est installé du côté de Tokyo, il a donc pu commencer à dessiner des mangas pour les garçons, mais il a gardé la manière de dessiner les filles, et du coup, tous ces héros ont un aspect assez longiforme, qui est totalement à l'opposé du cliché masculin viril qu'on trouvait dans les mangas à l'époque. Ça lui donne un style graphique particulier en fait. Voilà, il a vraiment gardé ça, et c'est pour ça que ces héros sont tous très grands, très fins. Ouais, juste. Il y a beaucoup de mangas qui vont reprendre un petit peu ce style après. Hein. On a beaucoup de. Tout à fait, oui. Il a été une grande inspiration. Et justement, l'autre chose qui est particulière chez lui, c'est qu'il a été l'un des premiers à mettre en place les guest stars dans les mangas. Et il adore faire se croiser ces différents personnages dans ces différents mangas, ces différents univers, quelquefois même au mépris du réalisme de l'histoire. Et c'est pour ça que des fois, quand on regarde Galaxy Express, on a vraiment l'impression de revoir les personnages d'Albator, alors qu'en fait, non. Oui, c'est ça qui me perturbait en fait. C'est pour ça que j'avais pas trop adhéré à Ouais, Galaxy Express. Je comprenais pas trop. J'étais vraiment perturbé par ça. Bon, j'étais jeune. Hein, mais... Heureusement que t'as pas dessiné Petit Poney, tu vois. Petit Poney qui débarque. Non, mais c'est vraiment ces deux caractéristiques, et c'est vrai que quand on prend Galaxy Express, Albator, ça saute tout de suite aux yeux, quoi. Donc sinon ensuite, donc ces mangas, donc comme ils ont été relativement tous célèbres, il a fait très rapidement des films pour le cinéma ou des films qui sortaient directement en DVD. Il a fait des séries TV, et donc il a travaillé régulièrement jusqu'à 2004, qui était son dernier grand écran film. Et c'est en 2010 qu'ils ont eu l'idée de faire un nouveau projet international avec effectivement tout le background d'Albator. Et même si avec 30 millions de dollars de budget, c'est un petit film pour une production américaine par exemple, pour le Japon par exemple, c'est une production qui est 10 fois supérieure à ce qu'ils font habituellement. Et surtout, c'est la première fois que, avant même la production du produit, le film était déjà vendu dans plus de 70 pays. Ah ouais. Les droits sont tout de suite arrachés en fait. C'est vrai que ça, oui, ça les distributeurs se sont battus. Il faut dire aussi que l'écosystème, on va dire, s'y prête bien, parce que là, tous les comics sortent leurs livres. On a Spider-Man, on a Batman, on a. Oui, le filon est déjà bien exploité. Et c'est vrai que du côté manga, on n'a Ouais. pas grand chose en film pour l'instant, mais je trouve que, parce qu'Albator est le plus classé dans les mangas, je pense, hein, dans le style manga, Japon, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est une autre. Puis en plus, je pense que vous verrez après par rapport à l'histoire, c'est l'histoire d'un pirate, donc ça se prête quand même assez bien à la réalisation d'un film cinéma assez long avec du suspense, de l'action. Ah oui. On peut vraiment faire quelque chose de bien avec l'histoire, et justement le film, parlons-en. Alors d'abord, c'est un film qui n'a rien à voir avec les autres. C'est vraiment un reboot de l'histoire, donc ils ont c'est les mêmes personnages, le même univers, mais tout est totalement différent. Alors, une petite parenthèse, toi tu l'as vu parce que tu l'as vu au Japon, donc, mais ici en Europe, il va sortir qu'en décembre, octobre, c'est ça que tu nous disais? Alors, je disais que il est sorti donc le 7 septembre au Japon, avec les 2 premières semaines la possibilité de le voir en sous-titré anglais. C'est pour ça que j'ai pu le voir tout de suite. Et il est prévu pour sortir aux États-Unis courant octobre, donc le mois prochain. Et je pense que la France, ça sera, à mon avis, avant les fêtes de Noël, j'espère. Le temps qu'on ait un doublage en français. Donc, oui, moi je vois bien ça pour les fêtes. Hein. Ouais. J'espère bien parce que justement, j'ai beaucoup apprécié et j'apprécierais de pouvoir le revoir en 3D et en français. Ah, il va sortir aussi en 3D? Oui, et c'est justement parlons du film. Donc
il sortira en 3D et avec tous ces effets spéciaux, je recommande vraiment d'investir dans la séance 3D. Alors au niveau du reboot, on trouve un côté sombre avec beaucoup de style qui rappelle pas mal les derniers Batman. Donc Ouais. pour ceux qui ont aimé, c'est vraiment il y a ce côté un peu sombre et avec beaucoup de style de l'histoire. Donc je n'ai pu voir que le film qu'en 2D parce que pour le voir en sous-titré, je n'ai pas eu le choix. L'aspect graphique est vraiment spectaculaire et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça apporte une touche nouvelle dans un univers SF qui est assez bien délimité. Et par exemple, à l'instar d'un Battlestar Galactica qui avait déjà un style particulier pour tout ce qui était combats spatiaux avec un son qui était vraiment spécifique et qui illustrait le vide de l'espace. Ouais. Là, ils ont vraiment exploité des nouvelles idées et c'est assez impressionnant à voir. Et honnêtement, si vous avez la chance de le voir en 3D, vous allez être bluffé. C'est vraiment très bien fait et le son là-dedans est aussi fabuleux. Bah tu m'intrigues justement. Bah oui, Tu m'intrigues. Je m'intrigue justement, je ferai en sorte de ne rien spoiler parce que franchement, j'y suis allé les mains dans les poches sans aucun a priori et que ce soit le début de l'histoire qui m'a assez vite bien attrapé et les effets spéciaux, c'est vraiment assez spectaculaire. Et une question, le film, est-ce que c'est vraiment un film avec des acteurs classiques filmés par une caméra classique ou c'est plutôt en image de synthèse, style un peu Avatar ou c'est vraiment un manga mis en film? Alors c'est essentiellement de la motion capture et de la 3D. Alors après, à quoi ça ressemble je dirais plutôt un manga mis en film quand même, en motion capture. Je Pardon, crois pas que ça ressemble vraiment à Avatar. Je pense que c'est un style assez particulier. Donc oui, donc apparemment c'est assez novateur au niveau aussi même de la réalisation au niveau image. Et ce qui m'intrigue vraiment, c'est les sons là, que tu disais pour représenter le vide intersidéral, c'est assez immersif. Oui, ça, alors ça a l'air cool. ça c'est le côté de Battlestar Galactica. Ils ont fait assez différent et vous verrez, ça apporte un plus. Et c'est pas juste un combat dans l'espace. On a vraiment l'impression, on sent la puissance des vaisseaux. Ouais, très prenant. Le rendu est impressionnant. Ouais. D'accord. Voilà. Bah, Donc, moi, en tout cas, je ça dirais m'a que donné pour envie de résumer, j'avais une phrase qui disait que les idées sont bien présentes et bien exploitées. Donc vraiment, allez le voir en 3D si vous avez l'occasion. Ok. Bah, Nickel, en tout cas, moi je vais y aller, hein, du coup. Hein. Bah voilà. Voilà. Sinon, le pour le film Japon. explique pas mal de l'origine des personnages et du vaisseau, et surtout la légende qui est censée en découler. Donc c'est assez bien fait à ce niveau-là. Ensuite, on vous rappelle rapidement que si Albator, c'est le héros du film, c'est avant tout un pirate de l'espace et que c'est un vrai film d'action avec du suspense. Est-ce qu'il est un peu badass comme héros ou alors est-ce que c'est un pirate gentil quand même? C'est un pirate au grand cœur, mais ça reste un pirate. Ok. Et je vous dis vraiment, si vous y allez sans avoir eu aucun spoiler, vous allez être vraiment, vous allez faire non, sérieux. C'est vraiment le genre de réaction que vous aurez pendant le film et Ok. Ok, Bah, en ça- tout c'est cas, vraiment une bonne découverte. Juste encore une petite Il y a dernière Xavier question qui a sur un partagé- temps après. pardon, excuse-moi. Vas-y. Il y a Xavier qui a partagé justement la bande-annonce sur la BFM chatroom, TV. donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, voilà, cliquez dessus. On le mettra dans le billet aussi, hein, avec. Hein. Et voilà, bande annonce d'autant plus de toutes celles que j'ai pu voir avant qui ne spoilent pas le film, donc c'est vraiment Ça, ça aussi, bien, parce c'est que vraiment des fois, intéressant. ouais. C'est vrai que la plupart maintenant, les films, quand tu vois la bande-annonce, en général, t'as vu toutes T'as les vu, blagues, t'as vu tous voilà. les trucs du Surtout film. pour quoi. les comédies. Ouais. J'ai vu un film de. Comment il s'appelle l'autre un film avec un humoriste dedans. Bah, t'as vu la bande-annonce, t'as vu les 5 blagues du film, et puis bah, c'est tout, quoi. C'est triste. Justement, c'est une des raisons qui était avancée pour expliquer les relatifs échecs des blockbusters US de l'été dernier. C'était le côté un peu simpliste, prévisible du scénario, puis les bandes annonces Bah oui. aussi. Oui, c'est ça. Et ici, ce qu'il y a de bien dans le film, c'est qu'effectivement, tous les personnages sont humains et aucun n'est manichéen. Et je vous dis, il est quasiment impossible de prévoir la fin du film. D'accord. Mais c'est vrai que Voilà. tous les films tombent un petit peu dans le monomythe, on va dire, pour ceux qui s'intéressent au monomythe. Vous tapez ça sur internet et vous verrez que tous les films sont basés sur la même structure. On en parlera peut-être une fois dans Geeks League. On va Voilà. passer. Et sinon, par rapport à l'histoire, juste pour conclure, ça m'a un petit peu perturbé, pas parce que j'ai quelque chose à lui reprocher, à part que bon, évidemment, il y a quelques moments un petit peu improbables à la James Bond où Albator Ouais, est un vrai c'est héros. quand même un héros, Ouais, Mais ouais, c'est surtout voilà. parce que c'est un mélange de deux mythologies
et au niveau de l'histoire, et que l'une d'entre elles me heurte un peu dans ses conclusions, et du coup, on adhère ou on n'adhère pas. Voilà. Justement, en parlant de adhérer, pas adhérer, enfin, peut-être que, vu qu'apparemment l'auteur de la série, c'est quand même un pilier au Japon pour niveau ce qui est animation, est-ce que il a participé au film ou il a juste redonné les droits? Est-ce que les fans de la série sont contre pour le film? Est-ce qu'il n'y a pas une polémique là-dessus? Alors, de ce que j'en sais, je crois qu'il a participé au film, et à ce jour, j'ai pas spécialement entendu parler de polémique par rapport au film. Bah, souvent, Et quand c'est bien fait, les justement, gens par rapport à la sortie de ce film, comme je vous disais, c'est vraiment une grosse production pour le Japon et pour Toei Animation en particulier. Et en fait, donc le film est déjà vendu dans plus de 70 pays. Mais par contre, pour le premier week-end d'exploitation ici, il y a eu à peine 90 000 entrées, soit environ 1 million d'euros de recettes. C'est pas énorme. Alors, ce qui est pas énorme, et juste à titre de comparaison, la dernière production de Miyazaki, la Kaze Tachinu, qui est sortie il y a déjà 2 mois, le même week-end faisait 4 fois plus. Ouais. Ah ouais, mais peut-être que ça va se lancer, je sais pas, pourtant je sais pas. En fait, j'ai plus l'impression que c'est une licence très très connue à l'international. C'est pour ça qu'il y a des très gros distributeurs. J'ai vu que James Cameron aux États-Unis encensait le film. Je crois que c'est Luc Besson c'est Europa Prod qui distribuera ça aussi. À mon avis, ça va très très bien se vendre à l'international. Mais j'ai peur qu'ici, effectivement, ça reste, ça fasse les chiffres d'un film particulier d'animation. D'accord, ah oui, c'est intéressant. Je pensais que ça allait vraiment plus cartonner là-bas, en fait. En tout cas, pour le premier week-end, les chiffres sont pas excellents. Enfin, moi qui n'ai pas l'habitude d'analyser les chiffres, j'avais un peu de mal, mais je vois que par rapport à un Miyazaki qui est sorti depuis 2 mois, 4 fois de plus. Bon, je pense que ça montre qu'effectivement le démarrage est assez lent ici. Mais l'attente, à mon avis, est là. Donc je pense que aux États-Unis, on devrait avoir des chiffres totalement différents. Ouais, et à mon avis, on le fera rapidement, vu que ça sort dans un mois. Ok, merci Orlando. Merci à vous. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Wally. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors mon petit coup de cœur, ça a plus une publicité qu'un coup de cœur, je l'avoue. C'est le café numérique d'Arlon qui réouvre pour cette année. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le café numérique, c'est une soirée qui se passe souvent il y a Arlon, mais il y a Namur, il y a Bruxelles, il y a Liège, il y a Mons, etc. C'est une soirée qui est complètement gratuite, qui se passe dans un bar de votre ville. Et en général, on parle d'un sujet tech ou culture geek, on va dire. Souvent, c'est plus souvent technologique que culture geek. Hein. Et donc, il y a toujours 3 orateurs qui viennent parler et qui viennent présenter un sujet. Par exemple, nous, le 26 septembre... le jeudi 26 septembre à Arlon, on va parler de la photographie. Donc, on a 3 conférenciers qui viennent nous parler de ça. Donc ceux qui sont intéressés, allez sur le site du Café Numérique, vous tapez Café Numérique, vous allez trouver plein d'informations. Et donc cette année, je fais partie de l'équipe du Café Numérique d'Arlon. Donc si vous habitez dans la région d'Arlon, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Et en plus, vous venez. Ça va vous vraiment le coup, c'est intéressant. Et en plus c'est un jeudi, on n'a jamais rien à faire le jeudi. On se boit un petit verre, on rencontre plein de geeks dans votre région, et c'est vraiment sympa. Voilà. Allez, maintenant on va passer à la rubrique suivante, et c'est la robotique du rêve à la réalité. Jingle. Voilà, alors moi je vais vous parler ce soir de la robotique, comme intitulé pour le sujet de ce soir, la robotique du rêve à la réalité. Vous mettez ce que vous voulez derrière, 3 petits points, le point d'interrogation. En tout cas, on va essayer de voir un petit peu c'est quoi la robotique. Enfin, ça, vous savez, je vais pas vous faire l'injure de parler de ça. Mais on va simplement essayer de voir si finalement la robotique va vraiment s'imposer dans notre quotidien ou s'il va falloir attendre encore un peu plus de temps. Donc depuis quelques temps, vous l'avez sûrement remarqué, il y a quelques robots qui ont suscité un intérêt de la part du grand public. Donc je pense notamment au fameux robot qui aspire, avec son petit frère aussi qui est capable de laver les sols. Et subitement, ces robots-là qui commencent tout doucement à généraliser, à devenir accessible, ça réveille un petit peu peut-être chez certains ce rêve d'avoir des robots qui seraient capables de supprimer toutes les tâches pénibles du quotidien, de faire les tâches ménagères, de repasser, de faire le lit, etc., etc. La vie serait quand même assez sympa si les robots pouvaient s'occuper de toutes les tâches ménagères. Alors, qu'en est-il pour le moment ?
on va un petit peu se pencher sur la question. Alors, apparemment, selon certains spécialistes, ils s'étaient avancés, ils avaient dit que la décennie 2000-2010 serait la décennie des robots. Donc ils avaient basé un petit peu leur théorie de la manière suivante. Ils avaient dit 1980 c'était l'année des PC personnels, et puis ensuite 1990 ce sera les années Internet, et ils pensaient vraiment qu'en 2000-2010 on aurait vraiment une réelle explosion, démocratisation des robots domestiques. Donc pour l'instant on a bien vu que ça colle pas trop. Finalement le seul succès commercial qu'on a, c'est les robots ménagers qui aspirent et qui lavent. Voilà. Et les tondeuses. Et les tondeuses, j'allais y venir. Voilà. Donc alors on a les tondeuses, mais les tondeuses on en voit peut-être un peu moins. Ça fait partie des raisons du retard justement sur leurs prévisions qui étaient annoncées. Pourquoi est-ce que ça ne se développe pas aussi rapidement que certains l'avaient prédit? C'est quand même pas des qui s'étaient lancés dans les chiffres. Il y a vraiment deux raisons qui expliquent un petit peu ce retard du développement de la robotique domestique. La première, c'est tout simplement, en fait, ils ont sous-estimé la complexité de création de robots capables d'effectuer des tâches en apparence simple. Donc simplement, si je prends un exemple, vous prenez un robot, déjà il faut concevoir la structure même du robot, première chose. Et puis, il y a plein de sous-tâches que le robot doit être capable de faire, et pour ça, il doit être équipé. La première, il doit être capable de détecter les informations extérieures. Il doit être aussi capable de traiter les informations, donc là, il faut des microprocesseurs. Il faut aussi des interfaces, nouveau mot de vocabulaire, haptiques, voilà, vous irez voir dans le dictionnaire, avec un H pour les ignares. Je n'aurais pas mis de H, moi. Ah, c'est peut-être moi qui ai mal recopié. Ah non, c'est possible, je sais pas. J'en sais rien. Voilà. Et voilà, donc pour pouvoir saisir les objets. Et puis ensuite, il y a les fameux Force Sensing Resistors, donc qui sont capables de détecter la résistance aux pressions pour pas que le robot qui vous serve le café vous le broie directement, ou aide le gamin à traverser la rue, ou mamie, et que mamie se fasse déchirer la main. Alors, donc tout ça, ça doit être pris en compte et calculé, et ça demande finalement une intelligence artificielle énorme, et ça a été clairement sous-estimé à l'époque, donc ça demande beaucoup de travail, de temps et d'argent. Oui. J'ai la définition d'aptique si tu veux. Ah, je veux bien. Aptique du grec aptomai, qui signifie je touche, désigne la science du toucher par analogie avec l'acoustique ou l'optique. Au sens strict, l'aptique englobe le toucher et les phénomènes kinesthésiques, c'est-à-dire la perception du corps dans l'environnement. Et je risque de me prendre un vent sur l'antenne, mais avec ou sans H? Avec H. Parfait. Victoire. Allez, je continue. Donc voilà, plein de choses à prendre en compte. Et donc l'intelligence artificielle, on s'est rendu compte qu'elle a vite atteint ses limites. Et en plus, les robots doivent s'adapter à notre quotidien, notre environnement, et c'est rempli d'aléas. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et là, l'intelligence artificielle atteint ses limites. Alors, c'est pour cette raison aussi que maintenant, on essaye de développer les robots d'une autre manière. Donc pour ça, on choisit des algorithmes évolutionnaires. Alors, ces algorithmes, en fait, le principe, c'est le robot est, si vous voulez, un peu capable d'apprendre de ses réussites et de ses échecs. Donc, il a des objectifs qui sont encodés. Il va de lui-même choisir des différentes méthodes en fonction de ses outils. Il va analyser les résultats. Il va se dire, tiens, j'ai fait ça n'a pas marché. Je vais mettre ça de ce côté comme comportement. Quand ça fonctionne, il va essayer de renforcer ce comportement. Et au final, les nouvelles données que le robot va se construire seront réutilisées pour créer un nouveau logiciel. Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant de voir qu'on essaye d'induire une notion d'apprentissage au robot pour remplacer l'intelligence artificielle. C'était vraiment bien. Il y a, excuse-moi, oui, il y a Xavier sur la chatroom qui nous dit toujours que tu oublies une raison, Academia, les chercheurs publient beaucoup sans rien partager entre eux. Ah ouais, ça c'est possible. J'ai pas du tout pensé à ça, aussi, mais oui. Certainement oui, c'est quand même aussi, justement, j'allais y venir. C'est quand même une guerre commerciale. On développe pas les robots sans raison. Il faut financer tout ça. Et justement aussi, une des grandes raisons qui explique qu'on n'a pas énormément de robots qui sont sur le marché, c'est le prix de revient, donc le coût que ça coûte pour les entreprises pour pouvoir développer ces machines. Après, ils doivent répercuter ça sur le prix de vente. Et par exemple, il y avait Dyson qui avait voulu faire aussi une sorte de robot aspirateur, mais ils avaient jeté Dyson. l'éponge. Oui, voilà, Dyson, pardon. Ouais. Et ils avaient vraiment cherché pendant 3-4 années à faire aussi un robot, et ils ont jeté l'éponge parce qu'il y avait trop de frais de développement, de coûts, et ils avaient réussi à faire quelque chose d'apparemment pas mal.
on n'en a pas parlé, mais ça coûtait trop cher, donc personne n'aurait acheté ça en fait. D'accord. Oui, il faut peut-être attendre que les matériaux, on va dire, la technologie... Se démocratise, oui, c'est envisageable, oui. Alors, même chose, donc pour la fameuse tondeuse, par exemple, il y a une marque que je ne citerai pas qui a sorti un robot. Oh, tu peux citer, hein. Ouais, Husqvarna, voilà. Voilà, donc vous pouvez m'en envoyer un, parce que j'ai pas le jardin, mais peut-être que ça marche pour, Voilà. tu sais, le tapis. Ah, ça pourrait être chouette, ça, voilà, petit tapis à tondre. Mais voilà, ils ont un modèle qui se vend vraiment, mais on le voit pas beaucoup par chez nous, parce qu'apparemment, prix de base 2000 €, donc oui, ça coûte pas assez cher. s'étonner si ça pullule pas dans nos jardins. Je préfère exploiter un gamin et lui donner 5 €, c'est quand même moins cher. Tout à fait. Alors voilà, donc toutes ces raisons-là font qu'au final, il n'y a pas vraiment de robots qui ont réussi à percer, donc difficulté de conception, prix de revient énorme, donc c'est pas très abordable. Les deux seuls robots en fait qui ont vraiment percé, c'est le Roomba et un autre dont j'ai oublié le nom, mais on mettra ça dans le billet. C'était plutôt une sorte de robot jouet qui s'est lui aussi vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Voilà, c'est vraiment les deux seules réussites commerciales pour les robots. C'est le robot chien, non? On va voir. Oui, peut-être, je pense, mais il faudrait le nom comme ça. Moi, je mettrais ça sur le billet, là, je vois pas comme ça. Alors maintenant, question, quelles applications on peut vraiment attendre de l'avenir? Donc apparemment, notre décennie, c'est clairement pas celle des robots évolués. Maintenant, vers quoi est-ce qu'on essaie de tendre maintenant après les fameux robots aspirateurs? C'est quand même pas ce qui fait rêver le plus. Maintenant, la tendance apparemment, c'est de se porter vers des robots de compagnie ou des robots sociaux qui sont conçus dans deux rôles principaux. La première, c'est effectuer des tâches quotidiennes et aussi pour tenir compagnie. Alors là, j'ai répertorié quelques exemples de projets. Alors je commence par mon petit coup de cœur. Le premier ici, ce sera le Wakamaru. Alors le Wakamaru, c'est un robot qui fait environ 1m30 et pas mal de kilos. Il est développé par Mitsubishi. Et en fait, c'est un robot de compagnie pour le troisième âge. Donc, pourquoi robot de compagnie? Parce qu'il est capable de reconnaître 2 maîtres et 8 autres personnes. Il a intégré 10 000 mots de vocabulaire. Il a une reconnaissance vocale et faciale. Et il est capable, en fait, même de lui-même d'initier une conversation, en fait, en fonction de l'agenda, si son maître a encodé ça, en fait. Donc le robot pour lui parler, lui dire quand il rentre du boulot, ça a été, je sais pas, la piscine, s'il revient de la piscine et que c'était encodé, il peut faire des petites conversations comme ça apparemment. Donc, ça c'est rigolo. Ça assez fun d'avoir un après, robot qui parle. Il doit être assez vite limité, je pense. Mais bon. Oui, c'est, voilà, mais bon, voilà. Alors aussi, il serait capable de s'occuper apparemment de certaines tâches de santé. J'espère qu'ils ont bien testé. Donc apparemment administrer une petite piqûre, prendre l'attention, voilà, c'est des applications qui sont en développement. Il pourrait aussi diagnostiquer des symptômes simples. Donc on pourrait dire voilà, mal à la tête, essayer d'expliquer. Il pourrait donner déjà des premiers symptômes. Et quelque chose qui est pas mal aussi, c'est qu'il a un téléphone intégré et juste par commande vocale, on peut l'appeler à l'aide et il va appeler les secours en fait. D'accord. Donc ça c'est pas mal. Ce qui freine pas mal, c'est comme je disais, c'est toujours le prix de revient 12 000 €. Donc c'est moins cher de payer une assistante. Une assistante, oui, tout à fait. Voilà. Alors il y a justement Xavier qui disait sur la chatroom que tu n'as pas parlé de l'Aibo de Sony, et il y avait aussi chez Honda, il y a Honda aussi qui avait développé un robot. Oui, donc l'Aibo, je ne le mentionne pas parce que je voulais pas trop m'éterniser, j'ai pris quelques exemples qui me plaisaient, et il y a le fameux robot Asimo. Asimo de chez Honda. Voilà, ça j'en parlerai après, hein, voilà, donc ça va venir. Alors encore une autre sorte de robot, là on s'est éloigné un peu du but social, mais j'ai bien aimé aussi. Donc ils ont maintenant créé un robot, donc là apparemment c'est le Rovio de Wowie, W-O-W-W-E-E. Et en fait ils ont passé 2 ans de développement, ils ont dépensé environ 2 millions d'euros pour créer un robot à 3 roues qui est bardé de caméras, de capteurs, etc. En fait c'est un robot de surveillance, donc il est capable lui-même de se déplacer dans les différentes pièces d'une maison. Je ne sais pas si c'est compté avec les portes fermées, mais à voir. Il peut détecter les incendies, les fuites de gaz, et il peut aussi détecter les intrusions, donc les personnes étrangères qui n'auront pas été au préalable identifiées par la machine. Ouais. Et là, il prend des photos, il filme et il sonne l'alarme. Il n'a pas du tout un aspect humanoïde, celui-là. Ah non, bien sûr, oui, on n'est pas dans les robots humanoïdes. C'est vrai, c'est juste un robot. C'est vrai que le Wakomaru, là, c'est plutôt un robot humanoïde, mais bon... C'est plutôt un gros bimendum Michelin en métal. Voilà, c'est pas top. Hein.
Donc ce robot-là, il est bien, mais il a vraiment du mal à convaincre. Pourquoi ? Parce que le cambrioleur qui rentre, il met un coup de pied dessus et il est fini en fait. Donc il faudrait qu'il fasse un... Il a eu le temps de communiquer, peut-être qu'il y a un problème. Oui, peut-être qu'il peut communiquer, mais bon, le temps qu'après que la police arrive, qu'ils seront loin et s'ils ont une cagoule, la photo ça sert à rien. Faut lui mettre des dents ou un taser. Oui, voilà, il proposait justement. Le truc qui vient vers toi avec un taser allumé. C'est ça. Les vieux accidents de travail, tu vas pas au boulot parce que ton robot a planté, il t'a mis un gros coup de taser le matin. C'est-à-dire que je l'ai réglé après 4 sonneries que je me lève pas, il vient me taser. Voilà. Donc voilà. Alors là, on se rapproche encore une autre fois du thème robot sociable de compagnie. Et là, j'ai vraiment bien aimé l'idée en fait. Donc c'est quelqu'un qui a créé un jouet pour plutôt donc destiné aux enfants. Et il a étudié un petit peu tout ce qui est comportement animal pour essayer de simuler un petit peu les apprentissages dans la vie qu'une bête pourrait avoir. Et donc le robot, c'est un peu, comme j'avais parlé avec les algorithmes évolutifs, vous le mettez dans un environnement, il va aller tout tester, sentir entre guillemets, aller voir, et il va apprendre. Et donc vous allez voir vraiment une réelle évolution chez cet animal-là. Et apparemment c'est très attachant. Donc Furby n'a qu'à bien se tenir. La concurrence high-tech est en route. Alors maintenant, donc, tout ça c'est bien beau, mais moi au départ ce qui m'intriguait dans le sujet, j'ai envie de dire où est donc G3PO ou C3PO, je ne sais plus trop. C'est G3PO. G3PO, voilà. Donc, et R2D2 R2D2, bon, un peu moins humanoïde ici. Un peu moins humanoïde. Voilà, les fameux robots humanoïdes, inspirés un petit peu par Asimov, etc. Ça a quand même bien nourri un peu les mythes. Oui, il y a pas mal de films qui ont été basés là-dessus. Oui, voilà, je crois qu'on avait fait un sujet là-dessus. On a déjà fait un sujet là-dessus. Oui. J'avais bien aimé. Et là, c'est le problème de l'argent est encore pire parce que faire un robot humanoïde, c'est encore plus complexe et plus coûteux à réaliser. Pourquoi ? Parce que le robot aspirateur, il fait qu'aspirer. Nous, dans notre vision qu'on a, le robot serait un petit peu multitâche. Et donc, le chemin à parcourir est vraiment immense. Il y a toujours cette barrière de l'intelligence artificielle qu'on n'arriverait pas à dépasser. Alors, exemple, le fameux robot de Honda, donc Asimo, ouais. Ils ont passé 10 ans, ils ont dépensé des millions de dollars juste pour pouvoir le faire marcher sur 2 pieds. Donc, le temps qu'ils fassent le reste, je sais bien qu'en des vidéos, ils seraient capables de faire telle et telle chose, mais c'est vraiment pas au point. Par contre, celui-là, Asimo, là, il sait servir de verre de thé, il sait faire des trucs comme ça, oui, il voilà. sait faire à manger, maintenant, il sait manipuler des casseroles. Voilà, mais c'est vrai que ça a évolué, mais vraiment au départ pour des choses simples. Après, voilà, c'est vrai que c'est diversifié au niveau des tâches, mais apparemment, je suis pas trop convaincu qu'il va vraiment. Et après, il est pas indépendant, quoi. Je veux dire. Oui, voilà, c'est ça. Et puis il apprend pas. Enfin, c'est pas. Oui. C'est d'autres choses, quoi. Et alors, il y a d'autres pistes maintenant qui sont exploitées. Il y en a une que j'ai vraiment bien aimée. Je trouve qu'il pourrait avoir pas mal d'applications potentielles. C'est plutôt que de faire un robot qui apprend par lui-même, qui a son autonomie propre, entre guillemets. C'est juste un robot qui est télécommandé à distance de forme humanoïde. Donc c'est un professeur au Japon qui a fait ça. Il a appelé son robot télécommandé le Geminoïde. Et donc il a carrément fait mouler son visage. Et des fois, s'il n'est pas présent à une conférence, il met son robot avec l'élève qui parle. Et voilà, il s'est inventé un remplaçant comme ça. On pourrait même envisager qu'il dédouble les robots et qu'il en télécommande plusieurs en même temps. Il pourrait être à plusieurs endroits, entre guillemets, à la fois. Et en réfléchissant, je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'une personne fasse des gestes vraiment très complexes et que ce soit répété à la chaîne par plusieurs robots. Ça pourrait être vraiment bien rentable. Oui, voilà, pour assembler des iPhones. Par exemple, oui, voilà, ça serait un peu la misère au niveau du travail à la chaîne. Mais, donc une personne et voilà, plein de robots qui répètent le geste à la chaîne, ça pourrait être vraiment bien au niveau des industries. Alors maintenant, une autre encore solution qui est envisagée, c'est les robots polymorphes. Donc le principe, c'est quoi ? Ils estiment que le robot, pour mieux s'adapter aux différents environnements, aux différentes tâches qu'on pourrait lui soumettre, devrait être capable de changer de forme. Donc ils ont créé un robot, ouais. Par exemple, c'est plusieurs cubes mis côte à côte, et le robot est capable de changer sa structure. Donc il peut prendre la forme d'une chaise, il peut prendre la forme d'un escalier, il peut se créer des pattes, ça dépend du nombre de cubes, des choses comme ça. Ils pensent à ça, vraiment faire un robot qui peut s'adapter, prendre toutes les formes. Alors ça, c'est le robot avec les différents carrés, c'est le Superbot. Et il y en a un autre, c'est le Morphex. Là, je trouve ça assez excellent. Ça m'a fait penser un petit peu au jeu qu'il y avait sur Super NES avec Simus Prime. Je sais pas si vous voyez... Metroid, voilà. Metroid Prime. Ouais. Et en fait, c'est une boule sphérique.
et la boule peut s'ouvrir, ça se transforme en araignée, j'ai vu la vidéo, ça avance, enfin c'est vraiment pas mal, le robot il change comme ça, c'est vraiment impressionnant. Et enfin la dernière solution, c'est plutôt que de faire un gros robot, essayer de faire un peu une sorte de ruche ou des choses comme ça, avec plein de petits robots vraiment tout petits, par exemple pour nettoyer le sol, ils ont créé ça apparemment. On lance plein de petits drones, ils sont capables d'aspirer du liquide, d'en rejeter et de brosser un peu. Et donc c'est plein de petits, je sais pas, moustiques volants électroniques. Pardon. C'est pas grave. C'est normal, tu regardes les Chevaliers du Zodiac. Oui, j'ai été perturbé par la vanne du début. Voilà, donc c'est une autre solution. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà. Ok, mais d'ailleurs, je sais pas si tu connais la série Real Humans. Oui, je pense. Alors, si ça t'intéresse un petit peu ce sujet des robots, etc. Donc, Real Humans, c'est un petit peu, enfin, c'est notre époque, sauf que c'est un monde un peu parallèle parce que au niveau de ces technologies, ils sont très très avancés. Et donc, ils ont les U-boats qui sont là pour faire, à la base, pour faire les bases, les tâches qu'on ne veut plus faire. Mais voilà. Les gens s'attachent de plus en plus. Il y en a qui veulent se marier avec leurs U-boats. Donc, il y a tout un aspect sociologique. Voilà. Puis après, les anti-U-boats. Oui. Et je te le conseille, si c'est bien sujet. T'en avais déjà parlé et j'avais pas été voir. Et Real Human, c'est ça. C'est ça. Orlando, je sais pas si tu nous... Oui, j'avais pensé justement en écoutant, il y a Suricat qui avait fait un sketch sur SOS Retard, où justement on peut envoyer des robots à notre place au travail lorsqu'on est en retard, pour nous remplacer, donc c'était quelque chose d'assez drôle, donc je vous conseille d'aller le voir si vous avez l'occasion. D'accord, on mettra dans le billet. Hein. Ah bon, maintenant on va passer à la suite. Le dernier sujet de ce soir, on va parler des 3 jeux sur le net à ne pas rater pour cette année. Jingle. Ok, très bien. Donc je vais ce soir vous présenter 3 jeux qu'il ne faudra absolument pas rater sur le net. Vraiment, c'est des jeux qui valent le coup. Enfin, pour la plupart, ils sont en phase de bêta. Un autre, on ne sait pas encore vraiment bien ce qui va se passer dedans. Mais je prends les paris, ça va être une tuerie. Premier jeu dont je vous ai parlé, et je vous en parlerai encore sûrement dans un autre podcast, parce que là c'est le début, je viens de découvrir, et d'ailleurs j'ai eu les accès à la bêta juste avant, 1 heure avant le début du podcast, donc c'est vraiment chaud. Et je voulais déjà parler de ça avant, mais peut-être qu'ils m'ont entendu que je voulais parler de ça, je sais pas. Le podcast va se terminer tout de suite. D'ailleurs oui. Et ce jeu s'appelle Faeria. Alors, donc c'est www.faeria.net. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de cartes mélangé avec un jeu de plateau. Donc tout ceci est en ligne. Le but c'est bien sûr de faire des duels. Donc on est à la fois un jeu de cartes un petit peu comme Magic, voilà. On a de l'argent, on a des manas, on a des genres de choses comme ça. Et en même temps on a un terrain à gérer. Donc nos monstres, en plus d'être invoqués, vont devoir se déplacer sur le terrain. Sur ce terrain, il va y avoir de la magie, des éléments à récupérer, et ça va permettre d'invoquer d'autres monstres et tout ça. Donc en plus, il y a un aspect, je joue mes cartes avec certaines compétences pour rivaliser contre l'autre, et en plus, je vais devoir faire, parce que le plateau c'est vous qui construisez le plateau, c'est vous qui allez faire popper des prairies, des montagnes, des forêts, et ainsi de suite. Donc c'est vous qui allez créer votre carte et peut-être créer le piège que vous allez tendre à l'ennemi, parce que par exemple certains monstres sont favorisés sur les montagnes, d'autres sur les rivières, etc. Donc c'est vraiment un jeu assez stratégique, parce qu'il faut vraiment, après c'est ce que j'en ai lu. J'ai joué les 2 premières missions, c'est vraiment sympa, c'est mignon. Moi j'ai jeté un petit coup d'œil, et graphiquement c'est vraiment beau. Oui, mignon, c'est pas le mot, c'est beau, c'est joli, les sons sont... C'est un style graphique en tout cas, voilà. Je sais pas, il y a rien de dérangeant, c'est vraiment bien fait. C'est agréable. C'est vraiment chouette. Ouais. Et oui, c'est vraiment original en fait. Je crois que le plateau ça ressemblait un petit peu à un d'amis hexagonal, un peu style colon de Catane, voilà, et au fur et à mesure on fait avancer son terrain, et on a aussi plusieurs actions possibles, ça c'est bien. Ouais. Voilà, j'ai bien aimé. Alors pour un petit peu les configurations, il y aura c'est ce qu'ils annoncent sur leur site, après je n'ai pas encore pu tester. Il y aura plus de 250 cartes, donc de monstres, etc. 5 niveaux de rareté, du commune à la légendaire. Donc ça, c'est aussi un jeu de collection, hein. Donc il va falloir collectionner les cartes, et ainsi de suite. Des tournois avec un classement, donc ça va être un jeu vraiment de PVP.
Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va y avoir des héros apparemment qui seront disponibles seulement en un seul exemplaire sur le serveur, donc ça risque d'être, je sais pas comment ils vont gérer ça. Avec la guerre. Et ce que je trouve assez sympa, c'est qu'il va y avoir un système de craft. Ah ouais, ça c'est bien. Ça. Donc tu vas pouvoir créer tes cartes. Et ça, enfin je sais pas trop comment ils vont mettre ça en place. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. Peut-être que c'est déjà implémenté dans la bêta, mais ça j'ai envie de voir. Il y avait aussi ce jeu-là que tu m'avais dit qu'ils avaient été malins de faire se payer seulement 15 €. Ah oui, voilà. Alors, contrairement un petit peu aux deux autres jeux dont je vous ai parlé, ce n'est pas un free-to-play. C'est un jeu, vous allez payer 15 €, 20 €, je sais pas vraiment combien vous allez payer, le prix n'est pas encore défini, mais une fois que vous avez payé, ben, le jeu, vous avez accès à l'entièreté du jeu, il n'y aura plus de... Donc tout le monde... Ouais. Bon, après, vous allez me dire, bon, bah, ça me coûte de l'argent, donc c'est moins bien, mais non, moi je trouve que c'est pas plus mal parce que tu payes un jeu, tu joues, et tout le monde est sur le même niveau d'égalité, oui, c'est ça. C'est pas parce que t'as un gros compte en banque que tu vas être meilleur, bah non, voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est... Enfin, moi, personnellement, j'aime mieux le système, ça me dérange pas. Après, je suppose que ça va pas être 60 €. Enfin, peut-être que ces esprits-là, ils vont me flinguer. Parce que non, mais ça va être, je pense sinon, que ce serait du vol. Sinon, enfin, je pense que le prix va être raisonnable pour un jeu. En plus, c'est sur navigateur. Donc, vous pourrez vraiment jouer, n'importe où, quoi. Voilà, ça tourne avec Flash, par contre, voilà. Alors, il y aura un mode où vous misez des cartes. Et le gagnant, il remporte les cartes des autres. Ah, ça j'aime beaucoup, des parties tendues, voilà. Voilà, mais tu vois, on perd un peu ce côté. Oui, les jeux sont un peu bisounours pour l'instant. Oui, c'est vrai que quand tu perds pas grand chose. Enfin, là, tu mises quelque chose et là, la partie, elle a la teneur, quoi, je trouve. Oui, clairement. Alors, en gros, pour gagner, il va falloir aller réduire à 0 les points de vie du héros adverse, quoi. Voilà, oui. Et ça, j'ai bien aimé aussi quand j'ai vu, en fait, les points de vie, chacun commence avec sa case de base, et il faut aller atteindre la case de l'autre pour aller le tuer. Ouais. En fait. Après, c'est la mission 1 qu'on a vue, donc après, on sait pas trop vraiment pas comment... trop s'avancer. Oui, c'est ça. Je sais pas trop comment ça va se passer après. Bon, franchement, de ce qu'on a vu, j'étais assez emballé, pas mal. J'ai hâte de continuer après. Et ils vont bientôt rentrer en crowdfunding, donc via Ulule ou Kickstarter, je sais plus. Donc si vous voulez investir dans le jeu, on fera un billet, on va les inviter sûrement dans Geeks League, les créateurs du jeu, on va sûrement les recevoir, au moins faire un billet avec ce jeu là-dessus. Et donc vraiment c'est quelque chose que si vous comptez y jouer, investissez dans le jeu, parce qu'en plus vous aurez des petits bonus, des petits goodies en plus qui seront intéressants, je trouve. Voilà, ça s'appelle Feria.net. C'est le premier jeu dont je voulais vous parler. Le deuxième, eux, ils ont moins de problèmes de com parce que c'est Hearthstone, le nouveau jeu de Blizzard. Hein, donc aussi un jeu qui va jouer sur navigateur. Alors, concrètement, donc c'est dans l'univers de World of Warcraft. Ils ont assez bien respecté l'univers graphique et le monde, hein, donc l'histoire. Donc comment ça se passe? Aussi un jeu de cartes, sauf que là il n'y a pas de plateau, etc. Donc c'est vraiment un jeu de cartes plus comme Magic, on va dire, vraiment basé. Vous êtes un héros, donc il y aura les 7 classes 7 ou 8 de World of Warcraft. Il y aura le mage, le guerrier, le druide, le chasseur, le paladin, le voleur, le chaman, le démoniste et le prêtre. Donc vous choisissez une classe et votre héros va devoir invoquer des monstres, ou des alliés, je sais pas comment ça va se passer, avec des cartes. Avec des cartes. Donc ces cartes, ils appellent ça les serviteurs. Voilà, vous allez invoquer des serviteurs qui vont se battre pour vous et le but, c'est aussi de réduire les points de vie d'adverse à 0. J'ai pas pu le tester, j'ai pas eu accès à la bêta. Blizzard, si vous m'écoutez, envoyez-moi vite une clé. J'ai hâte de tester votre jeu. De ce que j'ai lu sur internet, c'est un peu plus bisounours quand même. Alors déjà c'est un free-to-play, donc c'est gratuit. Ouais. Mais si vous voulez payer, ça va coûter. Alors, de ce que j'ai vu, c'est 1 € les 5 cartes. Non, 1 $ le paquet de 5 cartes. Donc c'est pas trop cher a priori. Après, je sais pas trop combien. Apparemment, ça joue avec des decks de 30 cartes. Donc on va voir. Hein. Qu'est-ce que je veux dire encore? Donc voilà, ça c'est le modèle économique. Par exemple, un point négatif, c'est qu'il ne sera pas possible d'échanger des cartes avec les autres joueurs. C'est un peu moche. Ça, parce qu'un jeu de cartes, c'est comme ça, c'est échanger. Oui, ça fait partie. Je trouve pour une bourse d'échange, ça aurait quand même pas mal. En fait. Alors, apparemment, ils ont fait un système pour que les mêmes joueurs, c'est pas la puissance du deck qui fait que tu vas gagner, c'est le skill de c'est ton skill. Donc apparemment, si tu as un deck avec que des cartes légendaires, je sais pas, j'invente, tu vas affronter un gars que avec des cartes légendaires. Donc ça va s'adapter. Ils estiment ta force et ils mettent quelqu'un. Voilà. Donc normalement, c'est le skill qui va jouer. Et apparemment, si t'as
je sais pas moi, si t'as un héros chaman, ben il va poser des totems, il respecte un peu le style de jeu de World of Warcraft. Tu joues avec ton style, si t'es un voleur, tu vas faire des compétences un peu de voleur pour venir niquer les cartes des autres, Oui, tu non. vois. Donc voilà, ils ont un peu respecté l'univers graphique et aussi sonore. Apparemment, c'était assez bien réussi. Je demande à essayer, je demande à voir plus. J'ai vu les images, j'ai vu le jeu. Apparemment, c'est assez addictif. On verra bien. Ça dit quelque chose sur la chatroom ? Non, rien de nouveau. Ok. Le troisième jeu, alors là, c'est le jeu où j'ai le moins d'informations. J'ai envoyé un mail dans la semaine à la société qui développe le jeu. Ils m'ont dit malheureusement, on n'a pas plus d'informations. C'est la société Motion Twin qui développe Horde, Mush, Teacher Story, enfin tous ces petits jeux. Donc ça, c'est une société française aussi. J'ai oublié de préciser que Fairia.net, c'était il y avait des Belges dans l'équipe. Ah. Donc c'est des Belges qui travaillent dans ce truc et ils sont partis la semaine passée à Seattle. Voilà. Bon bah après Blizzard on connaît tous, hein, c'est américain. Ouais. Et le dernier c'est le jeu s'appelle H0. Donc h0.fr, vous pouvez aller voir dessus et il n'y a pas grand chose dessus sauf que alors pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux de la Twin Motion Twin, je sais jamais comment on dit, il y a le jeu Horde qui existe. Donc le but, c'est que vous êtes un survivant et vous devez, avec la communauté de 40 joueurs, survivre à des attaques de zombies. Vous avez la journée dans le désert, vous construisez des petits trucs et puis vous survivez. Et apparemment, d'après les rumeurs et d'après les screenshots qu'ils ont déjà fournis, H0, ça serait un Horde, mais avec seulement 5, 6 ou 7 joueurs, vous voyez ? Ah oui, donc Ça serait plus de l'escarmouche Horde. Donc il y aura toujours cet esprit de zombie, etc. Mais voilà, ça sera plus... T'avais déjà parlé un petit peu de Mush, t'avais Mush. parlé que c'était un jeu aussi avec beaucoup de joueurs impliqués. Le problème, c'est des fois quand tu t'investis vraiment dans le jeu et qu'il y a 40 joueurs, il y en a toujours 4-5 qui font pas les choses correctement, qui Voilà. sont un peu boycottés. Donc à 5-6, c'est plus facile de se faire une équipe pour jouer vraiment à fond. Bah, c'est pas mal ça. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Donc ils ont fait Horde qui joue à 40 joueurs. Ouais. Il y a Mush qui joue à 16 joueurs. Et pour moi, ils sont en train de développer un jeu qui se joue à 6-7 À joueurs. 6-7 joueurs, je trouve ça Et bien, ouais. ça va être ce fameux H0.fr. J'ai pas plus d'infos, ils ont pas voulu m'en donner ou ils en ont peut-être pas encore. Je sais pas ça, je sais vraiment pas quand ça va sortir. Et vous allez voir dessus, il y a un univers graphique assez intéressant. C'est un mix entre les années 60, des grosses bagnoles un peu bizarres et des zombies. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais c'est intéressant, je trouve. Et voilà, et c'est marrant, leur slogan sur le site, c'est écrit en gros « Courage, fouillons ». Voilà. C'est pas mal, ouais. Ça a l'air assez rigolo. Pour moi, c'est les 3 jeux qu'il ne va pas falloir rater cette année. Donc, dans l'ordre, je pense que Fairy.net, je sais pas trop, ils vont rentrer en crowdfunding et je sais pas vraiment quand ils veulent sortir. Mais ça va sortir, je pense, avant la fin de l'année. Heart of Stone, c'est pour décembre, je pense, où ça va arriver. Les gens commencent à avoir la bêta, donc à mon avis, décembre. Donc, 2 jours en décembre et H0, à mon avis, ce sera plus pour le mois de mars 2014. Ou peut-être même plus tard, je sais pas. Ouais. Voilà, c'est les 3 jeux qu'il ne faudra pas rater. À l'avenir. À l'avenir. Est-ce qu'on a fait les 3 coups de cœur, coups de gueule? Non, j'ai pas fait le mien. Ah bah en fait. voilà, il me semblait qu'il Voilà. en manquait un. Alors c'est le coup de cœur, coup de gueule de Titi. Coup de gueule. Voilà, bah moi pour cette fois-ci, ça va être un coup de gueule. Donc il y a 2-3 semaines, j'ai acheté très fièrement mon premier numéro d'IG Magazine sous-intitulé L'esprit du jeu vidéo. Donc j'étais très content parce que c'est un magazine qu'un copain m'avait présenté et il y avait plein de sujets vraiment intéressants, plein de dossiers sur des jeux rétro, des réflexions sur les jeux. Enfin, ils allaient plus loin que le jeu. En fait, c'est tout ce qui tournait autour. Il n'y avait pas un test sur un jeu. Il y avait 3-4 tests avec une cote, mais sinon tout le reste c'était vraiment de la réflexion, de la critique sur l'univers du jeu vidéo. J'adorais ça. Et je prends mon tout premier magazine que j'achète, je lis l'édito et là on dit bah voilà, c'est la fin du magazine, pas assez de ventes. Donc bah voilà, vraiment fortement déçu. Donc j'ai acheté le premier et le dernier numéro de IG Magazine qui vient de sombrer. Voilà. Il continue pas sur le net. Non, ils n'en parlaient pas spécialement. Je sais qu'ils vont, ça je vais guetter quand même. Ils vont quand même sortir une édition spéciale Zelda. Et vu la qualité du magazine, à ne pas manquer. Voilà. Ça va être D'accord. vraiment bien. Ok. Merci. Bon, on va clôturer ici ce petit podcast. Pour une fois, on a quand même duré une heure. C'est quand même un podcast honorable, j'ai envie de dire. On va faire le petit mot de la fin. Orlando, ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est le Tokyo Game Show arrive la semaine prochaine. Ah. Donc, je vous préparerai pas mal d'articles sur le site et puis je Des pense goodies, qu'on des en parlera goodies. pour le prochain podcast. Oui, des goodies. Bah justement, je mettrai ça à gagner pour tous ceux qui auront le courage de nous écouter la semaine prochaine si les fêtes sont finies. Non, dans 15 jours. Ouais. Et
en ligne la semaine prochaine. Je pense que je ferai pas mal d'articles sur le site pour vous parler de tout ça. Donc il y a pas mal de choses que j'attends de voir. Donc en particulier la nouvelle PS Vita, moi qui suis un grand fan de cette console. Et puis pas mal de choses sur donc la prochaine PS4 et la Xbox One. C'est quand même beau le Japon. C'est quand même beau. Si t'as l'occasion, essaye les Oculus Rift. Apparemment, ça vaut vraiment le coup. Je sais pas si ça sera à la Tokyo Game, sûrement. Ça, c'est un truc qui va plaire aux Japonais. Essaye vraiment ça vaut vraiment le coup. Et j'aimerais bien avoir ton avis. Il y a pas de souci, je mets ça dans ma to-do list. Ok. Titi, ton mot de la fin. Voilà, c'était très agréable. On était venu en force aujourd'hui. Donc, je suis content qu'on ait duré suffisamment longtemps. C'était mon petit stress, mais vraiment bien. Et j'ai bien aimé nos 3 sujets. Ils étaient bien. Donc, voilà. Un bon petit Geeks League. Ok, merci Titi. Alors avant de clôturer ce podcast, j'aimerais bien remercier d'abord les gens de la chatroom qui sont venus nombreux ce soir. Une autre chose aussi, j'aimerais remercier notre partenaire Xleak, qui grâce à lui maintenant on a des magnifiques caméras HD. Donc merci à toi. Merci à toi, c'est vraiment sympathique et j'espère en tout cas que ça va vraiment mieux donner. Peut-être qu'en live, je sais pas si les gens qui nous voient... Je confirme, je sais pas si c'est mon Wi-Fi qui est meilleur, mais effectivement la qualité d'image c'est fabuleux. Ok, voilà, maintenant on est en mini HD parce que si je mets en full HD, mon ordinateur explose. Xleak.net si vous voulez voir un petit peu le site. Donc je vais clôturer ici ce podcast en vous rappelant que Geeks c'est un site avec un nouveau design. www.geeksleague.be, on est sur Facebook Geeks League, on est sur Twitter @geeksleague et on a une petite boutique que je vais sûrement rafraîchir bientôt. Donc si vous voulez encore profiter des capuches, des pulls à capuche, des t-shirts, etc., allez-y maintenant parce que je pense que je vais donner un petit coup dedans. Je sais pas vraiment ce qui va se passer. Peut-être qu'elle va disparaître. Donc c'est le moment si vous voulez. Ils seront numérotés aussi. Ils seront numérotés aussi. Oui. Allez, on va clôturer ici ce podcast. Merci à vous chroniqueurs, merci à vous chatroom et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le podcast numéro 72. Allez, bonne soirée, ciao. Bonne soirée à tous. Alerte, dépressurisation atmosphérique, évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.